Le dernier souffle de Sol. Prologue. Le jour où Sol mourut. On raconte parfois que certaines morts sont si vastes qu'elles résonnent dans l'espace comme des cloches frappées simultanément. Elles laissent des ondes non pas seulement dans l'espace-temps mais dans la mémoire collective des vivants. Lorsqu'une étoile disparaît, la lumière ne meurt pas immédiatement, elle se replie comme une ombre qui se retire, et la mémoire de ceux qui ont vécu sous sa clarté continue de vibrer, longtemps après. Sol n'était pas qu'une étoile pour les terriens, c'était un faisceau d'histoire, une succession d'étés, de colères, de révolutions, d'enfants qui couraient pieds nus et de vieux qui se souvenaient de mère. Quand Sol mourut, ce fut d'abord une trahison de la perception, le ciel réarrangé en une fraction de seconde, comme si la réalité avait reçu un nouveau script. Paris, un après-midi clair. Les terrasses glissaient entre ombre et lumière. K.L. Vance, alors soldat en permission, le col de sa veste froissé par la fatigue d'une nuit de garde, marchait le long de la Seine. Il aimait ces minutes hors du temps, ce rien qui ressemble à la paix. Il avait sur la langue le goût sucré d'une tarte aux pommes qu'il n'acheva pas, distrait par les rires, par les pigeons, par la banalité précieuse de l'existence. Le premier indice fut presque imperceptible, un frémissement du ciel, une onde basse qui fit vibrer la mèche d'un enfant et le teint d'un miroir de Storefront. Puis, comme si quelqu'un avait renversé une marmite de métal au-dessus de la ville, un bourdonnement profond emplit l'air. Les oiseaux cessaient de voler au-dessus de la Seine. Les écrans de la ville s'allumèrent en une seule seconde. Des milliers de visages apparurent puis furent remplacés par un hologramme, un masque lisse, sans rides, au trait rationnel, le visage d'un tribunal sans émoi. Les Nexari. Les académies diplomatiques avaient pronostiqué leur forme, élégante, distance, absolue. Peuple de la Terre, déclara la projection d'une voix qui n'était ni féminine ni masculine, vous avez été jugé. Votre présence est considérée comme une instabilité dangereuse pour l'équilibre interstellaire. Vous disposez de 24 heures pour évacuer ceux qui se trouvent hors de votre planète. Au terme de ce délai, la Terre sera stérilisée. Le monde tenant encore son souffle, un fracas prit forme, des sirènes hurlant en synchro, la panique qui froissait des rues entières, des voitures abandonnées, des mères qui serraient des bébés. K.L. sentit son cœur battre comme un marteau, il voulut s'effondrer sur place, pleurer ou appeler quelqu'un. Mais la main rugueuse du sergent Martinez le tira, l'arrache à la foule comme on arrache un fragment de chair d'un feu. On ne peut pas rester là, Vance. L'humanité aura besoin de soldats, pas de martyrs. Martinez parla comme un homme qui avait compris trop tôt que chaque seconde comptait. Kourou devint un sanctuaire surpeuplé. L'embarquement était une colonne désordonnée d'êtres humains portant sous leurs bras des fragments de vie, photos, instruments cassés, doudous. L'Espérance mourante, un transport militaire réaffecté, dont la peinture était encore marquée par des campagnes anciennes, s'emplissait. K.L., sans famille à sauver, gravait dans sa tête chaque visage qu'il croisait, un vieil homme qui tenait un album, deux adolescentes riant nerveusement, une mère qui chantait pour calmer son enfant. Quand le vaisseau quitta l'attraction terrestre, la vue du monde depuis la baie vitrée le frappa comme un mot trop longtemps tenu. Sol était encore haut, mais déjà l'anneau de navires ennemis masquait sa pleine lumière. Des faisceaux convergèrent, précis, chirurgicaux, la planète devint un cortex en feu, des geysers de vapeur se dressèrent où 15 minutes plus tôt il y avait des forêts. Paris, Sydney, Lagos, tout devint une abstraction. K.L. posa sa main sur la vitre comme on pose une promesse, il jura par un serment silencieux que la mémoire ne serait pas engloutie par le silence. Il jura que la prochaine génération saurait d'où elle venait, non pour nourrir la haine, mais pour transmettre la beauté qui faisait de l'humanité non une menace, mais une espèce digne d'admiration et de protection. Lorsque la Terre bascula vers un crépuscule permanent, quelque chose se fissura en lui, une douleur rugueuse, féroce, et pourtant, derrière cette douleur, il sentit se former une graine d'entêtement. Il survivrait. Il se relèverait. Chapitre 1. Les limbes et les fantômes. 3 ans plus tard, l'Espérance mourante glissait à travers le vide comme une lame usée. Ces couloirs n'étaient plus seulement des allées de transit, ils étaient des mémoriaux. Chaque écrou, chaque joint de soudure racontait une bataille, chaque panneau indiquait un nom de ville effacé. À bord, la population avait une odeur singulière, un mélange de métal chaud, de café froid et de plantes hydroponiques. Ils avaient réussi à faire pousser un chêne dans un cube de terre stérile, un prodige botanique,
fragile comme un secret, il était devenu un symbole, l'icône vivante d'un monde perdu. Kael, désormais commandant du bataillon Exodus, portait sur ses épaules l'autorité née non du grade mais de la nécessité. Son visage restait marqué par la poussière des ruines et par des nuits sans sommeil. Il avançait dans les couloirs, ses bottes résonnant, distribuant ordre et espoir avec la même réserve. Ces hommes l'adoraient et le craignaient, il était le fil noir entre eux et la survie. La mission de ravitaillement sur Kessar s'était devenue routinière et pourtant toujours dangereuse. Kessar était une lune glacée en orbite autour d'une géante gazeuse, ses plaines de cristal et ses crevasses creusaient la terre comme des cicatrices de verre. Le froid n'était pas seulement une sensation, il aspirait la force des os et rendait chaque pas un calcul. La patrouille composée de 24 soldats, Kael en tête, se fraya un passage à travers un couloir de stalagmites gelés. L'air vibrait, leur respiration, amplifiée par les casques, formait une partition mécanique. Marcus, le second de Kael, observait l'horizon avec une méfiance presque animale. Lyra, jeune éclaireuse à la cicatrice fine sur la joue, scrutait le sol avec des capteurs électroniques. Le vrombissement d'un moteur lointain fut leur premier signal d'alerte. Contact. Ou plutôt, appât, annonça Lyra. Capteur, signature non identifiée à l'hyperespace. Avant qu'il n'ait pu réagir, une pluie d'ondes déforma l'air. Des chasseurs Kitara surgirent, silhouettes massives, cuirasses d'écailles noires, leurs bouches ornées de rangées de dents comme des scies. Ils attaquèrent avec la brutalité d'anciens prédateurs. Les tirs fendirent l'air, le plasma hacha la glace. Les humains ripostèrent, mais leurs munitions, usées par des campagnes incessantes, fondaient rapidement. Kael donna des ordres brefs, économes, des manœuvres pour attirer les chasseurs en terrain défavorable, couvrir la retraite, frapper les points faibles. La neige volait, des étincelles dansaient sur des blindages. Puis le ciel devint une faille et quelque chose d'impensable déchira l'horizon, un vaisseau Saber Velari, silhouette fine comme un rasoir, jaillit de l'hyperespace dans un éclair froid. Ses ailes découpèrent l'air. Contrairement aux Velari qu'on connaissait de souvent diplomates froids, calculateurs, ce navire sembla danser, précis et lumineux. Un convoi de Kitara fut balayé en quelques secondes comme si la lumière avait décidé de reprendre le contrôle. Les écailles des reptiliens volèrent en éclats incandescents. Les survivants humains, abasourdis, virent une rampe se déployer. Elle descendit. Nyra Velan apparut sur le flanc d'une passerelle, comme si elle avait émergé d'un songe. Elle n'était pas grande, mais sa présence remplissait l'espace. Sa peau était pâle comme l'écume, ses cheveux argentés tombaient en cascade, et surtout, ses yeux deux perles violettes semblaient contenir des nébuleuses entières. Son armure, fine, n'était pas faite pour l'imposition brute, elle respirait l'étrangeté d'un peuple qui préférait la précision à la force brute. Sa voix, lorsqu'elle parla, fut à la fois douce et coupante. Humain. Je ne suis pas votre ennemi. Je suis Nyra Velan, et je suis venu parce que je crois que la Ligue a commis une erreur. Marcus leva son arme en un réflexe automatique. Kael, lentement, leva la main pour arrêter le geste non par diplomatie mais par calcul, si Nyra venait seule, elle représentait soit un piège, soit une opportunité. Nyra posa un sac sur la neige. Elle l'ouvrit, dévoilant des holoscènes de la terre captée avant l'anéantissement, des enfants rieurs, un marché de nuit, une femme qui peignait, un vieil homme qui tenait la main d'une autre main parcheminée. La projection saturait l'air du parfum d'un passé que les survivants pouvaient presque toucher. On vous a jugé à partir de données tronquées, dit-elle. On vous a vu comme des consommateurs incontrôlés d'énergie, des perturbateurs. Mais il y a plus, vos arts, votre capacité à aimer, à créer. J'ai vu cela lors de mes études. J'ai vu la beauté de votre espèce. Il y eut un silence qui n'appartenait à aucune armée. Un silence qui remettait en jeu toutes les certitudes de Kael. Nyra fit quelque chose d'impensable, elle s'agenouilla devant lui et posa sa main sur son cœur. « Je fais le serment Calvette, dit-elle doucement. Je lie ma vie à la vôtre. Si vous tombez, je tombe. Si vous survivez, je survivrai avec vous. » Le geste, ancien, était une rupture d'étiquette parmi les Velari, c'était une insulte pour certains, une trahison pour d'autres. Mais Kael ressentit,
sous l'ère glaciale, une chaleur nouvelle, ce n'était pas seulement alliance militaire, c'était l'ébauche d'un lien. Il la releva. Alors relève-toi, Nyra. Et si tu mens, que ton ombre n'atteigne jamais notre camp. Mais si tu dis vrai, tu es la bienvenue parmi les derniers souffles. Quand elle se redressa, ses yeux le fixèrent. Il y eut de la résolution, une tristesse ancienne et la détermination de quelqu'un qui avait pris la première lame pour changer le cours d'un peuple. Les chasseurs Kitara s'étaient retirés, ou plutôt, avaient été retirés par une main que les humains ne comprenaient pas encore. La mission sur Kessar 7 devait maintenant intégrer une nouvelle variable, Nyra Velan. Ce n'était que le début. Les survivants de l'Espérance mourante allaient bientôt apprendre que l'alliance entre une espèce presque éteinte et une dissidente Velari marquerait l'aube d'un conflit non seulement de calibre et de stratégie, mais d'idéologie et de cœur. Chapitre 2 La traîtresse au lieu d'étoiles. Le retour à bord de l'Espérance mourante fut un mélange d'incrédulité et de crispation. Comme si chaque pas, chaque regard, chaque silence était une corde tendue, prête à rompre. Les humains fatigués, affamés, hantés par la perte regardaient Nyra Velan comme on regarde une lame posée sur la table, belle, mais potentiellement mortelle. La rampe se referma derrière eux avec un claquement sec. Les portes hermétiques isolèrent la lune glacée de Kessar 7 du ventre d'acier du vaisseau. Une chaleur artificielle enveloppa la nouvelle venue, mais elle resta immobile, droite, comme quelqu'un qui se sait sur un fil tendu entre deux mondes. Marcus fut le premier à éclater. « Commandant, on ne peut pas la garder ici. C'est une Velari. Leur peuple a voté notre extermination. » Nyra ne détourna pas les yeux, bien qu'on sente une tension discrète dans la ligne de son cou. « Votre colère est légitime, répondit-elle d'une voix basse mais ferme. « Tu parles comme si tu nous connaissais, grogna Marcus. Je vous connais. Plus que vous ne le pensez. » Kael observa la scène, bras croisés, sentant les regards des civils et soldats se tourner vers lui. Dirigeant depuis trop longtemps, il savait qu'un mauvais geste ici pouvait détruire la fragile cohésion de son peuple. Et pourtant, cette femme était la première lumière étrangère qui n'était pas un tir ennemi. Il fit un signe. Deux gardes approchèrent, armes basses mais prêtes. « Nyra Velan, dit Kael. Tu veux prouver ta sincérité? Alors tu vas tout expliquer. Ici. Maintenant. Sous surveillance. » Nyra inclina légèrement la tête. « Je vous dois la vérité, commandant Kael. » Ils la conduisirent dans la salle de briefing principale. Une pièce circulaire, éclairée en bleu et blanc, où l'on tenait d'habitude les rares discussions stratégiques encore possibles. Aujourd'hui, elle ressemblait à une salle de tribunal. Nyra plaça un dispositif sur la table. Une petite sphère nervurée. La pièce se remplit aussitôt d'hologrammes. Des villes humaines, filmées par des observateurs Velari. Des marchés, des concerts, des discussions, des gestes d'entraide. Puis les images changèrent. Des archives falsifiées. Des montages montrant les humains comme barbares, destructeurs, violents. La Ligue a truqué vos dossiers, dit Nyra. Pourquoi? Demanda Kael. Nyra ferma les yeux, comme si chaque mot lui arrachait un fragment d'âme. Parce que la Ligue n'a jamais compris votre résilience. Votre passion. Votre chaos créatif. Pour eux, tout ce qui ne peut être prédit, doit être effacé. Elle tourna les yeux vers Kael. Vous êtes devenu la menace parfaite. Et donc, la victime idéale. Un murmure traversa la salle. Un mélange de colère et de stupeur. Marcus frappa du poing sur la table. Prouve que tu dis vrai. Nyra s'avança. Posa sa main sur son cœur. Et répéta, avec un calme impressionnant. J'ai lié ma vie à celle de Kael par le calvette. Si je mens, je meurs avec lui. Un silence foudroya la salle entière. Même Marcus ne trouva rien à répondre. Je propose, dit Kael, de la garder sous observation. Elle nous donne des informations vitales. Et, elle pourrait devenir une alliée. Nyra le fixa. Une étincelle passa dans ses yeux violets. La première étincelle.
Nira, l'invité de l'ombre. Pendant 3 jours, Nira fut confinée dans une cabine étriquée à un espace prévu normalement pour les prisonniers de guerre. Mais elle ne protesta jamais. Kael venait chaque soir. Pas pour l'interroger. Pas vraiment. Il venait observer. Et, lentement, parler. « Vous avez perdu votre planète ?» demanda-t-elle une nuit. « Nous avons perdu notre mère lumière », répondit Kael. La Terre n'était pas qu'un lieu. C'était notre histoire entière. Nira inclina la tête. Les Velaris disent souvent que la mémoire est un poids inutile. Que seuls les progrès importent. Je crois qu'ils ont tort. Kael fronça un sourcil. Pourquoi m'avoir choisi, moi? Pour le calvette? Il espérait une réponse rationnelle. Un motif. Nira hésita. Chose rare. Parce que, vous avez quelque chose que nous avons perdu depuis longtemps. Vous ressentez chaque chose comme si elle comptait. Une musique. Une douleur. Un sourire. Un sacrifice. Cela effraie la Ligue. Cela m'a fasciné. Elle baissa les yeux. Et parce que vous étiez celui qui, face à mon apparition, n'a pas brandi une arme, mais une question. Elle releva la tête. C'est cela, l'humanité. Pas vos guerres. Pas vos erreurs. Votre capacité à considérer l'autre, même dans la ruine. Kael sentit quelque chose bouger, presque imperceptible, au fond de lui. Une brèche. Le baptême du feu. Le 4e jour, un convoi Kitara repéra l'espérance mourante. Une flotte entière. Kael n'hésita pas. Nira. Avec moi. Marcus fulmina mais suivit. Les lumières rouges illuminèrent les couloirs. Le vaisseau vibrait sous les impacts. Nira entra dans le cockpit, ses doigts glissant sur les commandes holographiques. Vos systèmes sont tellement archaïques. Fais-les marcher quand même. Cria Kael. Elle sourit. Un sourire mince, presque arrogant. Regardez et apprenez. L'espérance mourante, un transport agonisant, fit alors quelque chose de jamais vu. Il dansa. Il virevolta entre les salves ennemies, esquivant avec une précision presque surnaturelle. Nira ne pilotait pas. Elle sculptait l'espace. Kael la regardait, hypnotisée, alors que Marcus hurlait. Mais qu'est-ce qu'elle leur fait? Elle nous donne une chance, répondit Kael. Dans un éclair, la flotte Kitara fut prise de court. Un passage s'ouvrit. Ils s'y engouffrèrent. Le silence revint d'un coup, brutal. L'équipage haletait. Nira, elle, essuyait simplement une goutte de sueur, comme si elle venait de résoudre un exercice complexe. Kael souffla. Tu viens de sauver 4000 vies. Elle lui adressa un regard. Un regard qui dit tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. À cet instant, Kael comprit. Elle n'était plus une étrangère. Elle était un point d'ancrage. Impossible. Un commencement. Et peut-être un risque qu'il était enfin prêt à prendre. Chapitre 3 L'Alliance forgée dans le feu. L'arrivée de Nira bouleversa l'équilibre interne du vaisseau. Pour certains, elle était un espoir. Pour d'autres, un danger. Pour beaucoup, une énigme. Mais les semaines suivantes prouvèrent une chose. Elle tenait parole. Raid. Sabotage. Évasion. Attaque fantôme. Kael et Nira devinrent les deux faces d'une même lame. Les fantômes du vide. Le premier raid conjoint eut lieu sur une station Kitara de ravitaillement. Kael, Marcus, Lyra, Nira et 12 soldats s'infiltrèrent par un conduit thermique. L'intérieur de la station était un labyrinthe métallique, éclairé par des néons pulsants, saturé d'odeurs de soufre et d'huile. Nira murmura. Les Kitara patrouillent en formation de griffes, 3 devant, 1 derrière. Leur angle mort est ici. Elle pointa une intersection. Kael ne posa pas de questions. Il bondit.
L'équipe suivit comme un murmure guidé par la certitude. Les Kitara ne virent jamais le coup venir. En 9 minutes, la station fut paralysée. Les humains récupérèrent des rations, du matériel technologique, des pièces essentielles pour les générateurs en fin de vie de l'Espérance mourante. Leur nom se répandit dans les systèmes voisins. Les fantômes de Sol. Une rumeur, un mythe, une peur. À mesure que les missions se multipliaient, Kael et Nira apprirent à connaître les gestes de l'autre. Ses hésitations. Ses colères. Ses silences. Ses zones de vulnérabilité. Dans l'arboretum, près du jeune chêne, ils se retrouvaient parfois. Pas pour parler de stratégie, mais de sens. Un soir, le vaisseau était plongé dans un calme rare. Nira observait le chêne, ses yeux violets reflétant la lumière douce des lampes LED. Cet arbre, il ne devrait pas exister ici, murmura-t-elle. Comme nous, répondit Kael. Elle sourit, triste et belle. Vous êtes l'espèce la plus déroutante que j'ai étudiée. Vous transformez la douleur en art. Vous changez la peur en espoir. Vous brûlez trop fort. Kael s'approcha. Et toi? Pourquoi es-tu différente des autres Velaries? Elle hésita longtemps. Parce que j'ai connu l'amour. Kael sentit son souffle se suspendre. Explique-moi. Nira effleura l'écorce du chêne. Chez nous, l'amour n'est plus qu'une fonction génétique. Un arrangement. Une mécanique. J'ai aimé quelqu'un, autrefois. Un dissident. Un rêveur. Il a été effacé. Sa voix trembla. J'ai juré que plus jamais je ne laisserai un peuple être condamné pour ce qu'il est. Un silence vibrant s'installa. Les feuilles frémirent. La lumière vacilla. Kael tendit la main. Juste un geste. Pas une obligation. Nira la saisit. Ses doigts glacés se réchauffèrent. Et quelque chose, imperceptible, irréversible, bascula entre eux. Une alliance qui changea la Voie lactée. Les semaines devinrent des mois. Sous la guidance de Nira et le commandement de Kael, les humains se transformèrent. En guerriers. En stratèges. En survivants. En symboles. Ils n'étaient plus un peuple en fuite. Ils étaient une légende. La Ligue commença à paniquer. Et lorsque Nira révéla à Kael ce qui se préparait à un plan monstrueux visant à localiser et éradiquer les dernières colonies humaines réfugiées dans le secteur Drac 14, Kael comprit quelque chose. Ce n'était pas seulement une guerre. C'était une renaissance. Kael et Nira échangèrent un regard. Un regard chargé d'un destin commun. Leur alliance n'était plus stratégique. Elle était devenue un feu sacré. Chapitre 4. L'arboretum et le cœur humain. L'Espérance mourante respirait difficilement. Ses générateurs vibraient d'un rythme malade, ses couloirs tremblaient sous les rafales lointaines des moteurs, tout dans le vaisseau rappelait qu'il était un survivant, un épave en vie. Et pourtant, au centre de cette carcasse fatiguée existait un miracle. L'arboretum. Une sphère de verre renforcée, nichée dans le module central, comme un cœur battant au milieu d'un organisme mourant. Là poussait le dernier jeune chêne terrien. Ses feuilles fines capturées par des lampes solaires artificielles, son tronc encore fragile entouré de rubans protecteurs. C'était la seule forme de vie terrestre encore capable de grandir. Les humains venaient s'y reposer. Respirer l'air légèrement différent, enrichi par la photosynthèse. Retrouver l'ombre d'un passé. Mais pour Kael et Nira, l'arboretum devint autre chose. Un sanctuaire. Ce soir-là, la lumière douce baignait les deux silhouettes. Kael arriva le premier, Nira le suivit en silence, comme si elle marchait sur un fil de lumière. Elle se posta près du chêne, posant une main sur son écorce. Cet arbre ne devrait pas survivre dans un environnement pareil, murmura-t-elle. Kael sourit. Nous non plus, tu sais. Nira tourna la tête. Ses yeux violets reflétaient la lumière du chêne. Il y avait dans son regard quelque chose de difficile à décrire, une mélancolie noble,
Une sorte de regret ancien. Votre espèce a une force déroutante. Vous êtes comme des flammes. Indomptables. Imprévisibles. Kael s'assit sur un banc métallique. Les Velaris ne ressentent vraiment rien? Nyra hésita. Son visage se durcit à peine. Nous ressentons, mais différemment. Avec prudence. Avec distance. Nous avons peur que les émotions nous affaiblissent. Alors nous avons appris à les étouffer, à les disperser, à les analyser. Cela nous a détruits. Elle approcha lentement. Sans bruit. Comme une onde. Votre chaos émotionnel, Kael, est terrifiant. Mais il est beau. Vous aimez avec une puissance qui pourrait arracher un monde. Kael secoua la tête. C'est un défaut, tu sais. Souvent, on aime mal. Mais vous aimez, insista Nyra. Nous ne faisons plus que simuler. Un silence. Pas lourd. Mais chargé d'un courant invisible. Nyra observa le chêne, puis se tourna vers Kael. Qu'est-ce que tu écoutais, avant la fin? De la musique. Souvent. Des choses anciennes. Mozart. Bach. Beethoven. Nyra pencha la tête. Montre-moi. Kael activa un petit lecteur. Les premières notes de la sonate au clair de lune remplirent la sphère. Nyra eut un sursaut. Pas de peur. De choc. Ses pupilles se dilatèrent, sa respiration se hâta. C'est comme de la lumière qui pleure, souffla-t-elle. Kael la regarda. C'est de l'émotion. Ce qu'un humain ressent sans dire un mot. Nyra ferma les yeux. Les larmes, des véritables larmes, apparurent au coin de ses paupières. Kael resta figé. Il n'aurait jamais cru possible de voir une Velari pleurer. Puis elle posa une main sur sa poitrine. Je comprends maintenant pourquoi vous nous effrayez. Et pourquoi vous me fascinez. Elle s'approcha. Leur souffle se mêla. Kael. Le nom prononcé par elle était déjà une caresse. Ils se rapprochèrent. Leurs fronts se frôlèrent. Une hésitation. Une tension. Puis, le premier baiser fut presque inaudible. Un contact fragile. Lent. Un monde qui renaît doucement après s'être effondré. Nyra trembla non de peur, mais d'intensité. Kael passa une main derrière sa nuque. Ils s'embrassèrent longuement, comme si leurs deux peuples respiraient à travers eux. Lorsque leurs lèvres se séparèrent, Nyra murmura, la voix brisée. Je n'aurais jamais dû ressentir cela. Mais je suis heureuse de l'avoir ressenti. Kael lui répondit d'une voix rauque. Alors ressens encore. Je suis là. Elle ferma les yeux. Et pour la première fois, Nyra Velan laissait tomber toutes ses armures. Chapitre 5 L'opération Nexus. Le repos ne dura pas. 3 semaines après le premier baiser, l'espérance mourante capta un message codé. Nyra le déchiffra en quelques minutes. Puis son visage se décomposa. Kael, c'est le nexus de communication de la Ligue. Il prépare une opération pour localiser toutes les colonies humaines restantes. Si nous ne faisons rien, toute l'humanité mourra d'ici 40 jours. Kael referma son poing. Alors on attaque le nexus. Marcus ouvrit grand les yeux. Tu es fou. C'est le cœur de la Ligue. La station la plus protégée de toute la spirale intérieure. Kael répondit simplement. C'est exactement pour ça qu'on doit y aller. Nyra ajouta. Si nous piratons leur réseau, et si nous transmettons la vérité, la galaxie verra leurs crimes. Et leur hégémonie s'effondrera. Kael posa sa main sur son épaule. On le fait ensemble. Elle hocha la tête. Son regard brillait d'un mélange de peur et de conviction. Le plan impossible. L'opération Nexus demandait une précision absolue. 1. Entrer dans la station par une matrice de refroidissement.
2. Désactiver les capteurs fractales sans déclencher l'IA centrale. 3. Nira doit connecter son interface neuronale au cœur du Nexus. 4. Kael doit tenir la position pendant 3 minutes, l'éternité en combat pendant que le message se diffuse. 5. S'enfuir avant que la station ne s'auto-protège en effaçant tout ce qu'elle considère comme anomalie vivante. Une opération suicide. Personne ne contesta. Parce que c'était la seule chance. Le Nexus. Un colosse orbital, fait d'anneaux imbriqués, tournant autour d'un noyau luminescent. Il ressemblait à une fleur de métal gigantesque, déployée dans le vide. Le vaisseau furtif de Nira les approcha en silence. Ils s'infiltrèrent par un conduit où l'air était si froid qu'il créait du givre sur leur visière. Lyra rassura l'équipe. Capteur muet. On est des ombres. Le groupe avança. Pas de bruit. Pas de voix. La station semblait vivante, un cœur géant battant de pulsations électriques. Puis, un bruit. Un écho. Marcus blêmit. Une patrouille Kitara. Ils nous ont flairés. Kael leva le fusil. On n'a plus le choix. On y va. Les Kitara surgirent comme des bêtes sauvages, leurs armures sombres scintillant sous la lumière froide du Nexus. Le corridor Oméga devint un champ de bataille. À couvert. Hurla Kael. Les tirs jaillirent. Le métal chauffa. Des éclats volèrent. Lyra tomba la première, touchée au flanc. Marcus la tira par le col, criant son nom. Nira se glissa contre une paroi, ses doigts branchés dans un terminal. J'ai besoin de 30 secondes pour désactiver le pare-feu. Kael bloquait un tir, repoussant un reptilien d'un coup de botte. Fais vite. Les corps Kitara tombaient. Les humains se faisaient faucher les uns après les autres. Marcus trancha la gorge d'un reptilien. Un autre le transperça. Marcus. Cria Kael. Continue, murmura Marcus, les yeux déjà voilés. Kael hurla, chargea, et abattit le Kitara dans un déluge de rage. Nira cria. Kael. Le pare-feu est ouvert. Suis-moi. Ils entrèrent dans une salle immense, où des milliers d'informations défilaient dans des colonnes de lumière. Le Nexus respirait. Littéralement. Comme s'il était un être. Nira se plaça au centre. Garde-moi. 3 minutes. Je te garde, dit Kael. Elle plaça ses doigts sur l'interface. Une lueur bleue l'enveloppa. Et soudain, elle disparut visuellement. Pas physiquement. Mais elle s'enfonçait dans le réseau. Ses yeux se révulsèrent. Son corps trembla. Kael tira, retenant des ennemis. Le Nexus envoyait des drones. Des armes automatiques. Des tourelles. Kael luttait seul. Ses munitions s'épuisaient. Nira, haletante, murmura. Je montre la vérité. Je les force à regarder. Son visage apparut alors sur des milliards d'écrans à travers la galaxie. Sa voix résonna dans toute la Voie lactée. Je suis Nira Velan. Et la Ligue vous a menti. Elle montra la beauté de l'humanité. Leur créativité. Leur innocence. Et leur amour. Kael posa sa main sur son épaule. Un geste simple. Mais vu par le cosmos entier. Nira parla plus fort. 2 peuples ennemis, unis par la vérité. Regardez-nous. Regardez ce que l'amour peut faire. L'humanité mérite de vivre. La galaxie retint son souffle. Puis un tremblement secoua la station. Kael. Cria Nira. Il ferme le Nexus. Alors on s'en va. Il la souleva, elle encore affaiblie, et courut. Le plafond s'effondra. La station se fragmentait. Des explosions. Des lumières fractales. La mort qui les poursuivait. Ils plongèrent dans un conduit d'évacuation.
Un souffle de feu les propulsa. Puis, le noir complet. Ils furent récupérés par le vaisseau de Nira au dernier instant. À bord, Kael tenait Nira dans ses bras. Elle ouvrit lentement les yeux. Kael, est-ce que ça a marché? Il hocha la tête. Toute la galaxie t'a vu. Elle sourit faiblement. Alors, nous ne sommes plus seuls. Puis ses yeux se refermèrent, épuisés. Kael serra sa main. Et sut que quelque chose venait de basculer. Non seulement dans leur guerre, mais dans l'histoire même de la galaxie. Chapitre 6 : La chute de la Ligue. Le message de Nira traversa la galaxie comme un séisme lumineux. Pendant des millénaires, la Ligue avait contrôlé les informations, filtré les émotions, façonné la perception des peuples qu'elle dominait. Mais en un seul instant, toutes ces barrières volèrent en éclats. L'hologramme de Nira, Kael à ses côtés, se répandit sur des planètes entières. Des cités Velaries couvertes d'arborésium. Des colonies marchandes au cœur des nébuleuses. Des stations minières orbitant autour d'étoiles moribondes. Des milliards d'êtres découvrirent la vérité. Les Nexarii hurlèrent au sabotage. Les Velaries orthodoxes exigèrent l'effacement immédiat du message. Les Kitara, furieux d'avoir été instrumentalisés, renièrent publiquement leur pacte militaire. Et les peuples neutres, émus par les images d'enfants humains riant sous la pluie, se soulevèrent. Ce n'était pas une petite rébellion. C'était un incendie. La première onde, le peuple Velari. Sur la planète métropole Veliark, cœur de la culture Velari, le message de Nira suscita un choc profond. Les jeunes Velari, fascinés par l'humain debout près d'elle, commencèrent à défiler dans les rues avec des symboles de lumière violette. Les anciennes autorités tentèrent de les disperser. Ils échouèrent. Partout, des voix s'élevèrent. Pourquoi avons-nous détruit la Terre? Pourquoi avons-nous menti? Pourquoi craindre un peuple qui aime si intensément? Un mouvement de dissidence se forma, prenant le nom de l'Aube de Sol. Il grandissait chaque heure. Et Nira devint un symbole. Une prophète. Une traîtresse sacrée. La deuxième onde, les Kitara. Les Kitara, peuple guerrier, avaient été manipulés pendant des générations, utilisés comme armée frontale par la Ligue. Lorsque la vérité éclata, un rugissement collectif parcourut leur monde. Des généraux Kitara brisèrent leurs insignes. Des flottes entières désertèrent leurs postes. Leur chef suprême, Kargash, prononça un discours sans précédent. On nous a menti. On nous a utilisés. Nous avons versé le sang innocent. Dès aujourd'hui, nous ne portons plus la bannière de la Ligue. Et pour sceller ces mots, il envoya une flotte d'escorte au secteur où se trouvait l'Espérance mourante. Kael n'en revenait pas. Les Kitara viennent nous aider? Pas t'aider, rectifia Nira avec un sourire fatigué. Te respecter. La troisième onde, la panique. La Ligue comprit enfin la portée du désastre. Elle tenta de reprendre le contrôle. Elle envoya des drones pour effacer le message. Elle ferma des réseaux. Elle menaça des planètes. Mais c'était trop tard. Les coups d'État se multiplièrent. Les ambassadeurs furent renversés. Les connexions cryptées s'effondrèrent. Le Nexus ne répondait plus. La Ligue, autrefois toute puissante, perdait son souffle. Le retour du feu. Sur l'Espérance mourante, Kael observait les flux d'informations se dérouler devant lui. Son peuple, 3000 survivants, n'était plus seul dans le vide. Ils avaient des alliés. Des flottes entières murmuraient leur nom avec respect. Les fantômes de Sol n'étaient plus un mythe. Ils étaient une révolution. Nira, affaiblie par sa connexion prolongée au Nexus, s'était réveillée dans l'infirmerie. Kael s'assit près d'elle. Elle posa sa main sur la sienne. Nous avons commencé quelque chose qui ne peut plus être arrêté. Et toi, tu as sauvé plus que l'humanité, répondit Kael. Non. Elle secoua la tête. C'est toi qui m'as changé. Toi, et ce chêne. Et Beethoven. Et vos sourires.
Et ton regard, Kael. Il approcha son front du sien. Alors sauvons la galaxie jusqu'au bout. La bataille du fragment solaire. Restait un obstacle. Le Haut Conseil de la Ligue, retranché dans la forteresse spatiale Fragment solaire, dernier bastion intact. Il possédait les armes les plus avancées. Une armée privée. Et surtout, un protocole d'extinction pouvant encore détruire les colonies humaines. Kael réunit ses commandants. On les frappe là où ils pensent être invincibles. Les Kitara dirent. Avec plaisir. Les dissidents Velari dirent. Avec conviction. Les humains dirent. Avec mémoire. La bataille du fragment solaire fut la plus violente de la guerre. Un océan de lumière. Des explosions qui sculptaient le vide. Des unités Kitara brisant les lignes ennemies. Des Velari piratant les systèmes internes de la forteresse. Les fantômes de sol infiltrant les conduits comme des ombres. Au centre, Kael et Nira combattaient dos à dos. À gauche. Je vois. Nira, attention. Je ne tombe pas avant toi, Kael, c'est promis. Le cœur du fragment solaire fut détruit. La Ligue s'effondra. La guerre était terminée. Mais un nouveau monde devait naître. Chapitre 7 Nouvelle Sol, le premier souffle. 5 ans plus tard. La planète Nueva Sol orbitait autour d'une étoile douce, un soleil jaune pâle qui rappelait vaguement Sol, sans jamais prétendre le remplacer. Elle était le fruit d'un accord historique. Velari dissident, Kitara repenti, peuple neutre et humain y avaient bâti une cité harmonieuse. Des jardins suspendus. Des tours lumineuses. Des lacs artificiels. Des marchés multilingues. Une auberge tenue par un ancien soldat Kitara, chantant des ballades humaines avec un accent atroce. La paix avait enfin un visage. Le chêne devenu géant. Au centre de la capitale se dressait un arbre immense. Le chêne terrien, celui transporté depuis l'espérance mourante. Il avait grandi de 3 mètres à 12 puis 50 comme porté par la mémoire de toute une espèce. Ses branches portaient des rubans. Les noms des villes de la terre. Les noms des morts. Les noms de ceux qui avaient survécu. C'était devenu le cœur de Sol. Et à chaque anniversaire de la chute de la terre, les habitants se rassemblaient, posaient leurs mains sur son écorce, et disaient. Nous n'oublions pas. Kael et Nira, désormais partenaires officiels de l'Alliance, vivaient près du grand lac de Nueva Sol. Et ce soir-là, ils marchaient main dans la main vers le chêne. Leur fille, Lyra, courait devant eux, riant, poursuivie par une petite sphère de lumière un jouet Velari. Ses cheveux argentés, mêlés à des reflets humains, flottaient comme des nuages. Elle possédait le rire de Kael. Et les yeux violets de Nira. Nira prit la main de Kael et la posa sur son ventre. Nous aurons un fils, dit-elle doucement. Un fils ? Murmura Kael, ému. Il s'appellera Eliane. Pourquoi ce nom ? Parce qu'il signifie le lumière nouvelle. Celle que nous avons offerte à l'univers. Kael l'embrassa au front. Et tout cela a commencé le jour où Sol est mort. Nira sourit. Non, Kael. Tout cela a commencé le jour où tu as choisi d'espérer malgré tout. La cérémonie. Cette nuit-là, les deux soleils se couchèrent derrière les montagnes dorées. Les habitants se réunirent autour du chêne. Kael monta sur une estrade. Nira à ses côtés. Lyra jouant avec un collier de feuilles. Il prit la parole. Sol est mort, mais son souffle vit en nous. Dans nos enfants. Dans nos choix. Dans notre volonté de ne plus jamais laisser la peur guider nos peuples. Un silence sacré tomba. Ils s'embrassèrent. La foule applaudit. Les deux soleils illuminèrent leurs silhouettes. Le chêne murmura sous le vent, comme si la terre elle-même leur parlait encore. Ainsi s'achève. Le dernier souffle de Sol. Non pas par la fin d'un monde, mais par le début d'un autre. Une civilisation née de la perte, de la vérité.
Et de l'amour entre deux êtres que tout destinait à se détruire. Une galaxie nouvelle. Un horizon nouveau. Et quelque part, dans le bruissement des feuilles du chêne, Sol respire encore. Et si vous voulez que cette histoire vive encore, qu'elle voyage, qu'elle inspire, alors partagez-la. Racontez-la. Et pour ceux d'entre vous qui suivent nos chroniques sur YouTube, pensez à vous abonner, liker, et laisser un commentaire pour que notre mémoire continue d'exister au-delà des étoiles.